Cette Rejoindront au fur et à conférence va mesure. maintenant être enregistrée. Bonjour à Ok. tous, on est très content de vous retrouver avec Clément donc, Delmas de Toulouse pour vous parler de deux sujets importants aujourd'hui qui s'articulent autour de la Heart Team en insuffisance cardiaque. Donc d'une part le rôle de la coronaropathie dans l'insuffisance cardiaque avancée et notamment qui et quand revasculariser. Et puis après on enchaînera avec un cours sur l'apport de la cardiogénétique dans cette même population. Donc, sans transition, je passe la parole au professeur Borne Rochette de Grenoble, qui va nous parler donc d'ischémie chez le patient d'insuffisance cardiaque avancée. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de sujets un sujet qui me tient à cœur et qui va faire intervenir l'imagerie. Donc, on va parler de coronaropathie et d'insuffisance cardiaque avancée, qui et quand vascularisé. Alors, on va voir que c'est un sujet assez intéressant, voilà mes conflits d'intérêts, car c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans notre pratique et pourtant, vous allez voir que les preuves scientifiques sont encore pas tout à fait parfaites. Alors, on va poser trois questions dans la prise en charge. On doit se poser trois questions. La première, en fait, c'est quelle est la vraie étiologie de l'insuffisance cardiaque? Chez les insuffisances cardiaques avancées, on sait que nos tests, et on va le revoir dans les recommandations, ne sont pas parfaits. Et ce qu'on propose, c'est finalement de faire le tri entre une cardiopathie ischémique réelle et finalement ce qu'on appelle les cardiopathies, les coronaropathies qui sont spectatrices, c'est-à-dire qui ne sont pas responsables de l'insuffisance cardiaque sévère. Alors, il y a finalement des articles qui étaient assez vieux, mais qui avaient bien expliqué les choses. Qui avait montré que le couple IRM et coronarographie était très intéressant pour caractériser finalement le patient qui a une vraie CMD ou le patient qui a une CMD avec une coronaropathie spectatrice, qui donc a une sténose qui ne va pas être sur des troncs proximaux, notamment pas l'IVA, et qui va donc être là, mais qui ne va. Donc on va se demander quoi en faire, mais ce n'est pas une cardiopathie ischémique au premier plan. Il est important de faire ce couple parce que vous savez que 13% des patients qui ont un vrai mécanisme d'athérothrombose avec une reperfusion, c'est-à-dire que quand vous faites la coro, l'artère passe, et quand vous faites l'IRM, vous avez, comme on le voit sur la diapositive E, eh bien en fait, on a une nécrose transmurale sur une artère qui donc n'est pas sténosée, et donc c'est 13% quand on est sur des séries consécutives qui vont être rattrapées avec un vrai diagnostic de cardiopathie ischémique, donc qui va faire changer un petit peu la prise en charge. Ne surtout pas méconnaître le F, qui est une entité qui avait été à un moment pensée comme quoi l'IRM pouvait éviter, c'est-à-dire que beaucoup avaient commencé à dire qu'on pouvait avoir une insuffisance cardiaque, on ne pouvait pas avoir d'insuffisance cardiaque sans séquelles d'infarctus dans le cas d'une cardiopathie ischémique, et c'est faux. Les études l'ont montré, on a tous eu ces cas avec des gens qui n'ont pas de séquelles ischémiques, mais qui par contre qui ont des lésions très sévères, notamment du tronc et de l'IVA ou des lésions tritronculaires avec donc un stunning et qui est une véritable cardiopathie ischémique et avec un mauvais VG, mais qui mérite totalement d'avoir une revascularisation. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans les recommandations. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rapidement aller à la coronarographie quand on a une symptomatologie angineuse. Et je vous rappelle que depuis les dernières recos de 2019 de Langor, la Disney fait partie maintenant de la sémiologie. Donc, quand vous avez un patient symptomatique, on va rapidement aller à la coronarographie. Vous voyez qu'effectivement, c'est étayé par le fait que les autres tests sont moins bons. Dès qu'on a un mauvais VG, eh bien, nos tests d'ischémie sont pas aussi performants qu'ils ne sont dans les fractions d'éjection préservées. C'est vrai pour toutes les techniques d'imagerie. Et c'est pour ça que vous voyez que c'est du recommandation 2B, finalement, d'aller vers des tests non invasifs. Pourquoi? Ça s'explique par la fibrose, par le volume partiel, par des effets de déformation du myocarde et de la perfusion qui sont difficiles à quantifier de manière correcte dans les mauvais VG. Du coup, finalement, on va aller à la coronarographie. Alors, du coup, on va se retrouver dans les situations, comme je vous montre ici, sur une coronaire droite, avec un athérome important, avec une sténose où on se demande, et bien au final, on va pouvoir céder de la FFR. Alors la FFR, vous savez qu'elle a des défauts, notamment quand on est dans une situation où on ne va pas avoir une corrélation parfaite entre le flux et la pression. Cela va se voir quand on n'a pas une microcirculation correcte et donc avec une vasodilatation qui n'est pas optimale, ce qui peut être le cas chez les patients avec des mauvais VG, et aussi l'augmentation des pressions, ce qu'on voit en 3 et qui dérive de la courbe, l'augmentation de la pression veineuse. Dans le cas de l'insuffisance cardiaque, on est dans ces deux circonstances et donc on peut se dire que la FFR, comme les autres techniques d'imagerie, n'est pas terrible.
En fait, finalement, les équipes de De Bruyne ont mis déjà des arguments qui montrent que finalement, à faire quelque chose, autant faire la coronarographie qui permet d'avoir des éléments de certitude. Et puis, si vous avez des sténoses, eh bien, faire un lynchage ischémique par la FFR. Pourquoi? Parce que vous avez deux études sur des cohortes, donc une qui a comparé la FFR mesurée, celle qu'on fait tout le temps, la PDPA, par rapport en prenant en compte avec un cathé droit la pression dans l'oreillette droite, et on a regardé si finalement en mesurant donc ce qu'ils appellent la FFR myocardique et la FFR classique, s'il y avait une bonne corrélation, et finalement ça ne dérive pas tant que ça, donc c'est assez bon. Et puis il y a une cohorte avec un propensity score, il n'y a pas d'étude FAME avec de l'insuffisance cardiaque, peut-être qu'il y en aura une dans les années à venir, mais sur un beau propensity, on voit que finalement ce qu'on connaît de FAME, c'est-à-dire quand on revascularise par la FFR VS par notre vue, eh bien on fait mieux. Et donc on a plutôt des arguments intéressants sur la FFR. Seconde question à se poser sur l'insuffisance cardiaque altérée, fraction d'injection systolique altérée sévère, c'est la notion de viabilité. La notion de viabilité, c'est notamment la notion d'hibernation, puisqu'on va plutôt être dans les phases chroniques. Eh bien, on a une véritable transformation cellulaire du myocarde. Vous voyez, ici, c'est un myocarde normal avec des stries tout à fait normales. Et puis ici, un myocarde hibernant. Vous voyez qu'il y a des véritables modifications pour que le myocarde se mette en hibernation réelle, histologique. Et la vraie définition de la viabilité, c'est que quand vous réouvrez l'artère, eh bien, il va avoir, après quelques mois, c'est plusieurs mois, une reprise de la normalité cellulaire et de la contractilité. Alors, le problème, c'est très intellectuel, et quand il y a de beaux modèles animaux qui ont bien montré ces éléments, mais quand on est sur les recommandations, vous voyez que la recherche de viabilité d'une insuffisance cardiaque, fraction systolique altérée, très altérée, eh bien, on voit qu'on est uniquement dans des recommandations 2B, autant quand on prend les recommandations d'insuffisance cardiaque que quand on prend les recommandations de la revascularisation. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les seules études randomisées bien faites qui regardaient la viabilité sont négatives. La première, c'est la partie Stitch. On va en reparler. Stitch est un pivot dans le sujet qu'on traite aujourd'hui. Mais là, on s'intéresse à des gens qui avaient une recherche de viabilité par une SPECT ou une écho d'effort. Et vous voyez qu'en fait, sur la mortalité, après un ajustement sur les différents comorbidité, eh bien, le P est à 0,21. Il n'y a pas de différence significative que vous cherchiez la viabilité ou pas. Ensuite, il y a une étude encore mieux faite, qui est l'étude PIPAR-2, qui était avec de la TEP, qui, donc, sur des fractions d'injection altérées. Et je vous rappelle que la TEP est normalement la référence au niveau de la recherche de la viabilité. Et là aussi, en fait, sur un critère qui n'était pas que la mort toute cause, mais qui était un peu plus composite, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur l'endpoint. Alors, il y a beaucoup de critiques sur les études, et notamment là, je vous ai mis une revue qui montrait les éléments, et c'est vraiment, vous allez voir sur les revues et sur les théories les plus, les éléments les plus récents, c'est ça qu'il va falloir retenir. Le problème de ces études, c'est que la revascularisation ne prenait pas en compte la viabilité. C'est-à-dire que le patient était dit viable ou non, mais il n'y avait pas de discussion, et on parlait tout à l'heure d'ARTIM, et c'est vraiment ça qui va être très important, c'est de discussion sur revasculariser les zones viables ou ne pas revasculariser, c'est-à-dire intégrer au mode de revascularisation et à la possibilité de revascularisation la viabilité et ne pas considérer le patient comme viable ou non viable. Il faut plutôt regarder l'ensemble de ces segments, et on va revoir tout cela. Parce que, première notion en post-doc analyse, notamment de PIPAR-2, eh bien, on voit que quand on regarde les patients qui ont été revascularisés, c'est-à-dire les segments qui, finalement, le patient avait un territoire antérieur viable, on lui ponte l'IVA, et en inférieur, ce n'est pas viable, on ne fait rien sur la droite, donc on ne manque pas le temps de CEC, etc. Eh bien, au final, quand on revascularise, quand on prend uniquement les patients qui ont eu une revascularisation qui correspondait au territoire viable, eh bien là, ça sort à 1 an et à 2 ans et à 5 ans sur l'endpoint que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, mais c'est une étude en post-hoc analyse, donc à prendre avec précaution. Alors, du coup, rechercher la viabilité, ça peut être intéressant. Vous avez énormément de techniques, ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne viendrai pas sur qu'est-ce qui marche ou pas et comment ça marche. Vous en avez beaucoup.
la PET, l'aspect, l'IRM et l'échographie d'obus. Vous avez chaque fois regardé du métabolisme, du débit ou de la nécrose, donc plusieurs techniques qui ont chacune des avantages et des inconvénients. Donc il faut bien les connaître pour choisir la meilleure. Que nous choisissons à Grenoble, c'est qu'on se base sur, comme les études randomisées finalement n'étaient pas correctes, eh bien on regarde les cohortes et les méta-analyses et on voit que dans les plus grosses méta-analyses, les 2 consécutives avec différentes études sur plusieurs années montrent la même chose, c'est que le patient viable et que vous ne revascularisez pas est celui qui a le plus à perdre. Celui qui est non viable, il a un pronostic très, très catastrophique. Et donc, du coup, que vous lui proposez une revascularisation ou pas, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas très bon. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors que quand on est sur un patient qui est viable et que vous allez lui proposer uniquement le traitement médical, vous allez lui faire perdre énormément de chances. Je vous rappelle que, comme dans la maladie coronaire, le traitement médical de l'insuffisance cardiaque est très important. On va le voir à la fin, en sus de la revascularisation, si vous le décidez. Et du coup, notre stratégie à Grenoble, et de choisir des tests les plus sensibles pour ne pas manquer, être le plus sensible pour ne pas manquer une seule zone qui serait viable dans le processus de discussion au niveau de la RT. Donc, les plus sensibles, c'est connu depuis très longtemps dans la littérature, c'est la TEP avec le mismatch ou le thallium redistribution de thallium, et donc c'est ce qu'on utilise nous. Alors, on utilise ça d'autant plus qu'on avait montré qu'en fait, que quand vous faites une IRM précoce, notamment quand le patient arrive en USIC avec une lésion tritronculaire, avec un petit non-stémie et la découverte d'une fraction d'éjection très altérée, un patient avec une insuffisance cardiaque sévère, et que vous allez vous poser la question de la revascularisation et vous voulez voir la viabilité, eh bien, sachez que si vous faites une IRM dans ce temps précoce, vous allez avoir une surestimation des zones nécrotiques avec la transmuralité donc, du gadolinium. C'est dû à l'œdème. Donc, on l'avait montré sur une publi, mais en fait, on le retrouve dans les recommandations d'experts d'Américains récents. Je vous rappelle que c'est un consensus d'experts qui ne s'appuie pas sur des études randomisées, puisque les études randomisées, je vous ai dit qu'elles étaient négatives et que c'était que du 2B. Mais regardez, ils ont bien différencié les choses. Quand vous avez un acute problème, eh bien, il faut mettre toujours en évidence une ischémie. Si le patient est ischémique, c'est qu'il est viable. Et puis ensuite, vous allez voir l'extension de la nécrose. Donc, c'est le contraire. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de. La première, c'est la 2, ici, là, où il y a marqué stable angina, c'est en fait le locute. J'ai fait une inversion, excusez-moi. Donc, quand on est dans la phase aiguë, eh bien, vous voyez qu'on regarde l'ischémie, mais on fait une mesure du métabolisme ou de la contractilité, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'IRM. Alors que quand on est dans le chronique, donc il y a une inversion au niveau, excusez-moi, eh bien là, il propose d'utiliser l'IRM et si ce n'est pas contributif, vous allez demander une imagerie complémentaire. Là où ce n'est pas contributif, alors c'est rigolo parce que je vous ai mis les recommandations, les seuils du consensus d'experts de l'EACVI, donc l'Europe, et par rapport à ce que mettent les Américains. Vous voyez, globalement, ce qu'on fait de la littérature, c'est quand vous avez une transmuralité en IRM du gadolinium sur un segment qui a plus de 75, vous avez 100% de chance que le myocarde est mort. Alors que quand vous êtes à moins de 25, vous êtes pratiquement 100% de chance que le myocarde est viable. Par contre, entre les deux, on ne sait pas trop. Et ici, vous voyez qu'ils mettent le cutoff à 25 à 50. Alors, en fait, c'est assez connu, cette histoire. Vous voyez, retenez ça, c'est que quand on est à plus de 75 ici, vous avez en transmuralité IRM 0% de chance de récupération. Mais quand vous êtes à plus de 50%, vous avez quand même 10% de chance de récupération, ce qui est dans la prise en charge des patients, n'est pas tout à fait anodine. Et quand c'est moins de 50%, donc 25 à 50, vous voyez qu'on est à 43. Alors, nous, on aime bien, dans ces situations, compléter par un thallium redistribution de thallium parce que l'interprétation est beaucoup plus simple. On n'est pas, vous voyez, la transmuralité, là, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est plus de 50? Des fois, c'est parfois difficile. Sachez qu'en scintigraphie, c'est la captation du traceur qui est à plus de 50%, c'est la captation totale qui est codée au niveau de la couleur. Donc, c'est très simple. Plus de 50, eh bien, c'est viable. Moins de 50, ce n'est pas viable. Et vous voyez qu'on a finalement une zone de transition un peu plus abrupte par rapport à l'IRM. Mais bien sûr, on voit bien que finalement, cette évaluation de la viabilité est un élément important, mais qui n'est pas principal, puisque du coup, les études randomisées
en plus, alors sous réserve qu'on ne revascularise pas le patient en fonction du territoire, mais ce n'est absolument pas la seule chose à prendre en considération. Ici, c'est un algorithme qui a été publié dans l'European Heart Journal et qui résume bien les choses. Les majeures considérations dans un patient avec une insuffisance cardiaque sévère dans le cadre d'une coronaropathie, qu'est-ce qu'on va considérer pour voir qui et quand revasculariser? Premièrement, c'est les symptômes. Est-ce que, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que le patient a des symptômes qui sont résistants au traitement médical? Ensuite, bien sûr, le risque de la revascularisation. Là, l'ARTIM prend toute sa place avec bien les anesthésistes, le temps de CEC, la technique, cœur battant, pas cœur battant, qu'est-ce qu'on fait comme artère, est-ce que l'angioplastie est possible, etc. Et ensuite, vous allez considérer des choses importantes qui sont l'anatomie coronaire et l'ischémie. Je rappelle que si le patient est ischémique, il est viable. Si par contre vous voyez, il différencie bien les patients avec une atteinte sévère coronarienne ou pas tous sévère, retenez que quand vous êtes sur une atteinte pas très très sévère, c'est-à-dire pas le vrai pluritronculaire, vous pouvez demander un test qui cumule l'ischémie et la viabilité. Et s'il est ischémique, il est viable, donc vous le revascularisez. Si par contre on est dans un patient très sévère au niveau anatomique coronaire, vous pouvez vous aider uniquement de la viabilité. Et là, ce que vous allez faire, eh bien, c'est de voir le mismatch, c'est-à-dire est-ce que les zones qui sont viables, les segments, sont capables de récupérer. Et voilà un peu ce que disent ces éléments de consensus, c'est que quand vous allez avoir 5 segments sur 17, ou que le patient est ischémique, quand ischémique, il est viable, donc ce n'est pas tellement la problématique, mais quand on va avoir 5 segments sur 17 qui sont viables avec, vous avez ici les différentes définitions en fonction des imageries de la viabilité, eh bien, en fonction des autres éléments du risque opératoire, de le risque de CEC, de la technique de revascularisation, etc., eh bien, vous allez décider. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas donner pour tous les patients une conduite à tenir. Il va y avoir beaucoup d'éléments à prendre en considération. Donc, si on résume, il va falloir, la viabilité est un élément à détecter car c'est un élément important, mais qui n'est absolument pas l'élément on-off au niveau de la décision et qu'il faudra considérer d'autres éléments. Par contre, au niveau de la viabilité, ce qu'il faut probablement faire, c'est bien considérer les possibilités de protection et de revascularisation des zones viables. Dernière partie, comment on va revasculariser le patient? Eh bien, pontage ou angioplastie. Alors, sachez que les recommandations, eh bien, en fait, c'est le pontage avant tout, parce que la seule étude qu'on a de randomisée a été faite sur le pontage. Vous allez voir qu'en fait, l'angioplastie, alors les Européens sont un peu moins stricts que les Américains. Vous voyez, les recommandations disent qu'on peut considérer l'angioplastie si la revascularisation n'est pas possible en ARTIM. Et en fait, eh bien, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas d'études, je vais vous montrer, il n'y a pas d'études sur l'angioplastie. Et dans la littérature, il y a des éléments, et je finirai par ça, assez intéressants sur l'avantage du pontage. On va y revenir. Donc, l'étude, la seule qui marche dans la revascularisation par rapport au traitement médical sur l'insuffisance cardiaque sévère sur la cardiopathie ischémique, c'est Stitch, qui comparait. Donc là, c'était juste, il y a une sous-étude viabilité, mais là, la grosse étude Stitch, c'est une étude qui compare revascularisation plutôt par pontage et face au traitement médical. L'endpoint, c'est la mort toute cause, il y avait des critères secondaires. La mort toute cause, initialement à 4 ans, ne marche pas. Et puis, ils ont fait une étude long terme, 9 ans, et au final, on a une diminution sur la mortalité. La mortalité toute cause. Ce qui est important de savoir, c'est que les critères secondaires des hospitalisations, etc., il y avait quand même un signal, mais ce n'était pas le design est calculé. Vous savez tous qu'il faut faire, il faut toujours regarder une étude sur l'endpoint, puisque le calcul de population est fait sur l'endpoint. Et donc, la mortalité toute cause marche notamment au long cours avec plutôt le pontage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce signal du pontage, alors nous, on fait beaucoup d'angioplastie sur des patients à mauvais VG parce qu'on a l'impression que finalement, ça va aller plus vite, etc. Eh bien, après avoir relu les derniers éléments, ben, il faut motiver nos chirurgiens, je pense, parce qu'il y a beaucoup de signaux dans la littérature qui montrent que le pontage, et on a ça dans d'autres choses, hein, notamment dans la revascularisation, enfin dans les diabétiques notamment, eh bien, on voit que quand on utilise un propensity score avec ce qu'il y a le plus pur comme données, c'est-à-dire SCAR, qui est le registre suédois, on voit qu'en fait, il y a une supériorité du pontage face à l'angioplastie. Quand on regarde les méta-analyses des différentes études à notre disposition et des différentes cohortes,
eh bien, on voit qu'il y a une supériorité du pontage. Alors, l'hypothèse récente sur une revue, c'est que, vous le savez, les pontages protègent tout le territoire viable et s'il y a des infarctus dans le long cours, eh bien, finalement, ils sont protégés par cette artère qui est complètement pontée, comme on le voit sur cette petite diapositive. C'est les concepts actuels qui vous disent que globalement, ça c'était le concept à gauche en rouge qui était le concept passé, c'est-à-dire on revascularise le patient viable, mais le patient est considéré oui-non. Et maintenant, c'est plutôt on protection of viable segment, pour notamment le risque rythmique qui est très important, parce que finalement, le risque de mort est beaucoup plus important par rapport au risque de rythmique que le risque de fraction d'éjection. Il y a une petite récupération de la fraction d'éjection, mais on récupère du pronostic avec ça. Donc, juste donc, sachez que pour la PCI, il y a une étude qui est en cours par les UK, par les Anglais, qui commence. Donc, vous voyez, on n'a pas d'étude randomisée qui regarde ce que donne la revascularisation chez les patients à mauvais VG avec une altération de la fraction d'éjection et qui sont pluritronculaires. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Elle commence, on aura des résultats plus tard. Donc pour finir, on répète, la décision est multiparamétrique. C'est une décision d'ARTIM qui considère tous les paramètres que je vous mets ici sur une revue, enfin une opinion de paper de l'European Heart Journal très récent qui montre que finalement, il faut plutôt vasculariser les patients viables ou ischémiques qui n'ont pas de comorbidité très importante. Et si finalement, il est dépassé pour tout, eh bien, on va traiter uniquement médical. Bien sûr, il ne faut pas se baser que sur la revascularisation. Toute la prise en charge, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, le DEF, la réadaptation cardiovasculaire, le soutien psychologique, tous ces aspects de l'insuffisance cardiaque qui sont exactement les mêmes, même s'il arrive très sévère à l'USIC, etc. La prise en charge ensuite de l'insuffisance cardiaque va être primordiale pour améliorer son pronostic. Et en conclusion, je dirais que donc il y a plusieurs étapes à faire pour répondre à la question qui m'était posée, c'est-à-dire le coronaropathie, qui et quand le revasculariser. Il faut d'abord être sûr que c'est bien une cardiopathie ischémique sévère qui entraîne l'altération de la fraction d'éjection. On peut fortement s'aider du couple IRM angio et, si doute, la FFR. L'évaluation de la viabilité, au vu de la littérature, vous n'en êtes pas obligé de le faire, mais nous on le fait et on intègre dans notre décision d'ARTIM cette notion. Et la revascularisation doit toujours être une décision d'ARTIM par rapport au backup de greffe. Il y a des stratégies que si ça se passe mal, s'il ne récupère pas, s'il ne sort pas de pompe, il faut tout anticiper. Donc, c'est vraiment une décision d'ARTIM sur ce genre de patient. Merci de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation qui était vraiment, je pense, extrêmement claire et ça conforte un petit peu dans notre idée. Moi, j'ai quelques questions, notamment. La première question, c'est sur un patient chez qui on découvre, on va dire, de l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection très altérée. Quel examen chez un patient stable, par quel examen vous commencez? Est-ce que vous commencez plutôt par l'IRM, plutôt directement par une coronarographie, un coroscanner, si la fréquence cardiaque le permet? Alors, on est dans le stable et un mauvais VG, c'est ça, hein? Oui, un patient chez qui on découvrait une cardiopathie à FE 20%, un ou deux facteurs de risque, 50 ans, par exemple. Alors, nous, on commence par la coro. Parce que en fait, alors le coroscan, on l'utilise pas du tout pour ça parce qu'on est souvent déçu, parce qu'il permet pas de conclure et surtout sur les patients un peu sévères et qui sont en âge de greffe, etc. On complète toujours par un cathé droit au tout début. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas en fait d'hyperdébit avec des fistules, en fait des histoires un peu de chasse, mais comme effectivement on a beaucoup de patients qui nous sont adressés eh bien, on a pris cette habitude. Donc, on commence par l'acoro plus le cathé droit. Au moins, on est sûr de l'hémodynamique. On a ce fameux avantage de si on a une sténose, eh bien, on sort la FFR pour déjà avoir des éléments. Et on va faire derrière l'IRM. C'est un peu ça la séquence qu'on fait. Et on va utiliser la viabilité avec thallium redistribution de thallium, notamment quand on est chez le patient de l'USI qui arrive avec les 4 moteurs en feu et qui est plutôt en phase aiguë. Et sinon, c'est la séquence coraux, alors notamment quand on est chez les patients en âge assistance greffe. Quand on est chez les patients plus âgés, on fait
il ne faudrait pas faire, ça dépend un peu du contexte, mais on a tendance des fois à faire un test d'ischémie. Mais en fait, finalement, on essaye de dire de plus en plus de ne pas faire ça parce qu'on sait en plus chez le patient âgé que finalement, la coronaropathie est souvent très présente. Mais bon, des fois, on s'aide d'un petit test d'ischémie intermédiaire. Mais ça, c'est par rapport aux patients âgés, on a toujours des façons particulières de les prendre en charge. D'accord. Je regarde, je ne vois pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Chez un patient jeune, vous auriez la même stratégie? Est-ce que l'âge rentre en ligne de compte? J'ai vu qu'il y a des papiers récents sur la revascularisation, mais qui ne concernent pas spécifiquement les patients en insuffisance cardiaque. Est-ce que chez un insuffisant cardiaque jeune, là aussi, ça va jouer sur le choix de la revascularisation et de la technique d'imagerie? Alors, sur les techniques d'imagerie, non, c'est vraiment les circonstances plutôt comme on l'a dit, là, l'histoire de l'aigu ou pas l'aigu. Par contre, l'âge va être hyper important sur la décision, effectivement. Effectivement, on va proposer, mais alors, on a eu des cas comme ça où finalement, on sent que le pontage est meilleur, mais le patient est très sévère. De ce fait, on fait un début de bilan pré-greffe en parallèle, hein, pour voir si ça se passe pas très bien. Et après, ça, c'est vraiment les décisions au cas par cas collégiales, avec les anesthésistes notamment. Mais on essaye effectivement de privilégier une revascularisation. Et alors, depuis que j'ai fait là récemment, du coup, souvent on me demande de parler de la viabilité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, c'est un peu comme l'ischémie, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Et quand on voit le nombre de preuves, finalement, c'est assez perturbant. Et quand on voit aussi ce signal sur les ponts, sur les pontages, qui est assez net sur les différents, comme je vous ai montré, le propensity score, les méta-analyses, et puis Stitch, finalement, qui est la seule étude. Alors, les Américains disent bien qu'il faut ces patients plutôt revascularisés par pontage. C'est à nous de pousser à la discussion pour essayer de revasculariser le plus possible. La revascularisation complète de tout segment viable est le même raisonnement que dans la cardiopathie ischémique. C'est si la revascularisation est le plus complète possible, mieux on est. Donc après il n'est pas impossible qu'on arrive des fois à bien revasculariser par angioplastie, mais le bémol, c'est qu'on n'a pas vraiment d'études du comportement sur ça. Et finalement, quand on regarde ce qu'on n'a pas, quand on n'a pas les études, c'est-à-dire les méta-analyses et les propensity scores, le signal n'est pas très bon. Donc, à voir, et on aura donc une première réponse avec l'étude Revivid des Anglais. On va presque regretter qu'il n'y ait pas un troisième groupe pontage, mais je pense que ça aurait quand même compliqué drastiquement le design, le nombre de patients, mais ça aurait apporté une belle réponse. Ça a été une très bonne remarque et ça a été déjà torpillé par quelqu'un qui a fait un éditorial ou je ne sais quoi sur l'étude en disant voilà, on n'a pas, enfin, il était plutôt pro-pontage, mais du coup, il a dit qu'effectivement, il n'y a pas ce bras et donc c'est embêtant. Effectivement, ça serait tout à fait intéressant et peut-être que sur un PHRC français, en revoyant le calcul de POP, probablement en ayant. Alors, dans Revived, c'est un critère assez combiné hein, déjà. C'est pas, il peut être critiquable, mais finalement, c'est un critère combiné, mais enfin critiquable. C'est celui de l'insuffisance cardiaque. Hein, c'est mort cardiovasculaire et réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. C'est tout ce qui valide le endpoint de tous nos médicaments d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils en avaient 700. On peut aussi faire un bras, mais là, c'est probablement l'écart qui va être différent entre PCI et pontage. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a des choses à faire et peut-être que les Français peuvent se positionner. Mais bon, c'est des grosses études, ça. Eh ben, merci pour votre présentation, qui a vraiment, je pense, souligné l'importance d'avoir aussi un coronarographiste et un spécialiste de l'ischémie dans les staffs d'insuffisance cardiaque pour discuter de la stratégie et de la revascularisation de nos patients.